Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne. Bon. Je discutais avec des amis au cours de la semaine et on réfléchissait sur ce qui paraît être soit de la passivité, soit de l'attentisme, soit de la résignation de la part de la population haïtienne. Mes amis, pour la plupart étrangers, n'arrivaient pas à comprendre mais pourquoi la population haïtienne ne se révolte pas, cette population qui est privée de tout. Cette population qui est chassée comme des canards sauvages par des terroristes, puisque c'est comme cela qu'on nous invite à les appeler, c'est ce qu'ils sont en réalité. Des gens qui sont armés par des mains étrangères, des gens qui ne manquent jamais de munitions et qui prennent pour cible une population civile. Laquelle population civile n'est pas en guerre. Laquelle population civile n'est pas confrontée à des conflits d'ordre religieux, à des conflits d'ordre ethnique. En sorte que, si on demande à ces terroristes, mais pourquoi chassent-ils la population civile? Pourquoi prennent-ils en cible la population civile? Eh bien, ils vont bafouiller, ils ne pourront pas vous fournir une réponse claire. En sorte que, quand on se pose la question de la casus belli, qu'est-ce qui provoque cette violence soudaine à Port-au-Prince, cette violence soudaine en Haïti, mais personne ne saurait répondre clairement. Donc, ce qui se passe en Haïti commande l'hypothèse suivante, c'est qu'il y a des mains cachées qui poursuivent des objectifs inavouables qu'on comprendra plus tard. Et donc, mes amis,
me disait, mais Jean, je ne comprends pas que la population haïtienne ne se révolte pas après toutes ces privations, après toutes les méchancetés que cette population a subies. L'État qui gagne gros, mais qui ne fournit aucun service, des ministres, des politiciens, un gouvernement, un premier ministre, 9 présidents. C'est le comble du ridicule, 9 présidents qui gagnent gros, mais qui ne sont même pas foutus de respecter leur propre accord. Alors pourquoi cette population ne se révolte pas? Comment expliquer que 12 millions de personnes acceptent d'être prises en otage par un millier de terroristes? La question se pose, les amis. La question se pose. Pourquoi dans tel quartier, on n'entend pas dire que des jeunes se sont regroupés en milices pour combattre ces terroristes-là? Pourquoi n'entend pas dire que dans telle zone, je parle de Port-au-Prince, je sais que il y a de la résistance ailleurs, mais je parle de l'agglomération de Port-au-Prince. C'est là quand même que vit la plus grande partie de la population. Quand on dit Port-au-Prince, c'est quoi? C'est 3,5 millions de personnes. Je parle de l'agglomération. Mais pourquoi tout le monde se contente de fuir devant les menaces des terroristes? Pourquoi les propriétaires, les riverains, acceptent-ils d'abandonner leur résidence, construite sur littéralement des dizaines d'années, à la sueur de leur front? Eh bien, dans tout autre pays du monde, on devrait s'attendre à une révolte, on devrait s'attendre à un soulèvement. Et pourtant, rien de tel en Haïti. En sorte que la question se pose, s'agit-il de la résignation? Ce serait peut-être pas faux de le dire. Le grand technologue haïtien Jean Price-Mars ne dit-il pas ainsi par la l'oncle que l'haïtien c'est un peuple qui rit, qui danse, qui rit, qui prie et qui se résigne? Ne sommes-nous pas en train d'assister à l'illustration même de cette phrase proverbiale de Price-Mars, à savoir l'haïtien tend à se résigner? Ce n'est peut-être pas faux, mais mon optimisme me commande une autre hypothèse. J'ai l'impression que ce n'est pas tant de la résignation que de l'attentisme. Au fait, ce n'est même pas de la fatalité, ce n'est pas de la résignation, c'est de l'attentisme. Vous savez, ça fait si longtemps qu'on se bat, ça fait si longtemps qu'on est en lutte que finalement on attend. Mais vous me direz, on attend quoi? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. On attend, et j'ai l'impression, un nouveau leadership. On a l'impression qu'en Haïti, la population haïtienne dit ce qui se passe au palais, ce qui se passe à la primature, ce qui se passe dans les officines des ministres ne nous concerne pas. De toute manière, ces gens-là ne sont pas là pour nous. Le ministre de la Justice n'est pas là pour nous faire justice.
Le ministre de la Sécurité publique n'est pas là pour nous sécuriser. Le Premier ministre n'est pas là pour gouverner vraiment. Les 9 présidents ne sont pas là pour présider quoi que ce soit. Nous attendons un nouveau style de leadership. Vous savez, je suis assez vieux pour vous dire qu'il y a eu des moments comparables à celui qu'on vit aujourd'hui dans l'histoire d'Haïti. Nous avons vécu 29 ans de dictature et pendant ces 29 ans-là, eh bien, certains ethnologues pourraient tirer la conclusion rapide et facile, à savoir que c'est un peuple qui se résigne. Un peuple qui se résigne devant la répression des tontons macoutes, un peuple qui se résigne devant la corruption qui caractérise, n'est-ce pas, la dictature des Duvalier, un peuple finalement qui se dit, écoutez, depuis 200 ans qu'on se bat, qu'on cherche quelque chose, peut-être que ce quelque chose-là ne viendra jamais. Et pourtant, contrairement à tout ce que les analyses prédisaient, donc contrairement à toutes les prédictions, eh bien, en 85, on en parlait il y a 2 semaines, la population haïtienne s'est soulevée. On a vu des tracts, on a vu des graffitis. C'est comme si le fruit était mûr, l'étang était accompli pour que la population haïtienne, tel un seul homme, telle une seule femme, se mette debout. Et de décembre 85 à février 86, moins de 3 mois, Jean-Claude Duvalier est parti. Bon. Jean-Claude Duvalier est parti. On a essayé toutes sortes de formules militaires, junte militaro-civile. On a exprimé notre volonté d'un nouveau design pour le pays en votant massivement et pour la première fois d'ailleurs dans notre histoire pour cette constitution de 1987. Et la population haïtienne a assisté au débat des politiciens, au débat des politicards. La population haïtienne a assisté à une tentative de retour du duvalierisme, n'est-ce pas, en la personne de Roger Lafontaine. Tout ceci s'est passé dans un calme relatif, parce qu'on disait, écoutez, une population qui a attendu 29 ans avant de se révolter contre les tontons macoutes de Duvalier, est-ce que cette population va encore attendre plusieurs années avant de trancher entre un retour des tontons macoutes et un nouveau leadership? Le reste appartient à l'histoire, vous le savez. La population haïtienne est sortie massivement voter pour le président Jean-Bertrand Aristide. Le reste, encore une fois, la gestion de la Valace appartient à l'histoire. Ce n'est pas le temps d'analyser ce qui s'est passé là. Donc, mais je vous disais que j'ai déjà eu des moments où on pensait que le peuple haïtien sombrait dans un sommeil, que le peuple haïtien sombrait dans un coma, que le peuple haïtien sombrait dans une léthargie. Et pourtant, à chaque fois, ce peuple-là nous a surpris. Et là, je me dis, peut-être ne s'agit-il pas ici non plus de résignation, peut-être ne s'agit-il pas ici non plus de fatalité, mais qu'on est dans un moment d'attente. On est dans une phase d'attentisme où la population haïtienne se dit, écoutez, je suis en quête d'un nouveau style de leadership. Je vous invite à imaginer avec moi à quoi pourrait ressembler ce nouveau leadership après lequel la population haïtienne soupire, ce nouveau leadership auquel le peuple haïtien aspire. J'ai pris quelques notes, j'aimerais les partager avec vous. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci de l'émission, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Vous restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure.
Bonjour, mon nom c'est Anastasia Marchelet. Je suis candidate à la mairie de Montréal. Je suis en élection parce que je trouve que c'est le temps qu'on change les choses. Montréal-Nord est étiqueté depuis des décennies comme l'arrondissement le plus pauvre et Montréal-Nord est souvent un arrondissement oublié. Voilà pourquoi le 2 novembre, c'est le temps du changement. Le temps qu'on change les choses à Montréal-Nord. Vous pouvez aussi voter par vote anticipé le 26 octobre. Il est temps que Montréal-Nord puisse avoir un centre sportif. Il est temps que Montréal-Nord puisse être propre. Il est temps que Montréal-Nord puisse avoir un niveau économique élevé. Il est temps que Montréal-Nord puisse avoir des loyers abordables. Et le plus important, il est temps que les policiers portent des caméras sur eux, non pour leur surveiller, mais pour faire en sorte qu'ils puissent être protégés et aussi protéger les citoyens. Voilà pourquoi le 2 novembre et le 26 octobre, vous devez voter Action Montréal, l'équipe Montréal-Nord, car c'est le temps du changement. Participer au vrai changement de Montréal. Alors, avant la pause, on s'était promis d'imaginer. On s'était promis de confectionner littéralement ce nouveau leadership, ce nouveau style de leadership que la population haïtienne attend, mais nouveau style de leadership auquel la dite population a droit. Et donc, nous allons le confectionner ensemble. Nous allons réfléchir, pour ainsi dire, à voix haute. Mais il nous faut d'abord nous poser la question, mais qu'est-ce qu'un leader? Eh bien, le leader, c'est celui qui, dans un contexte précis, comprend presque instinctivement les aspirations d'une collectivité, les aspirations d'une population et y répond adéquatement. Vous voyez? Pour moi, c'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui, dans une conjoncture particulière, comprend presque instinctivement les aspirations d'une collectivité et y répond adéquatement. Et vous savez que les leaders naissent à partir d'un certain contexte, à partir d'une certaine conjoncture. Au fait, ce sont les circonstances qui déterminent le style de leadership qu'il nous faut. Peu importe le moment que l'on considère, peu importe le pays, peu importe la collectivité, vous allez voir les leaders que l'on aime, les leaders qui durent, ce sont des leaders qui, à un moment donné, lisent si parfaitement les aspirations de la collectivité et y répondent si adéquatement que la population dit c'est précisément cet homme-là ou cette femme-là qu'il nous faut. Il y a des leaders qui sont qualifiés pour des moments de crise. Il y en a d'autres qui sont qualifiés pour des moments d'apaisement. C'est rare que le même leader qui rayonne en temps de crise soit le même qui brille en temps d'apaisement. Non, on dirait que les leaders naissent de la matrice même des circonstances. Quand on passe par un temps difficile, quand on passe par un temps de crise, mais là, cette situation va donner naissance, va porter en son sein tel type de leader qui, lui, va pouvoir répondre à la crise. Alors qu'en temps d'apaisement, il nous faut quelqu'un d'autre. Dans notre propre histoire, les Macandal de ce monde, les Boukman de ce monde, les Louverture de ce monde, les Jean-Jacques Dessalines de ce monde, étaient qualifiés pour répondre à des crises. Macandal devait fouetter ce qui semblait être
l'acceptation de ses frères de cet état de fait. Il disait, écoutez, nous pouvons vaincre les Blancs en les empoisonnant. C'est ce qu'a fait Macandal. Boukman a dit, nous pouvons démanteler le système en touchant les esclavagistes là où ça fait mal, en foutant le feu dans leurs plantations. L'ouverture a dit, écoutez, nous pouvons prouver au monde que, en dépit de ce qu'ils pensent de notre couleur de peau, nous pouvons gérer une colonie. C'est ce que le gouverneur, l'ouverture, a fait. Dessalines a dit, écoutez, quoi que pensent les Européens, une armée non européenne, une armée de nègres, peut faire mordre la poussière aux plus grandes armées européennes. Nous pouvons créer un État nègre libre à la face du monde. C'est ce que Dessalines a fait. Mais vous allez voir que les hommes que j'ai cités pour ces moments de crise ne sont pas les mêmes en temps d'apaisement. Et ce que je viens de dire là de l'histoire d'Haïti, j'aurais pu le dire de l'histoire du Royaume-Uni, de l'Empire britannique. Le Churchill qui a tenu en respect les nazis, le Churchill qui a mené le Royaume-Uni à la victoire lors de la deuxième grande guerre tribale des Européens, qu'on appelle pompeusement guerre mondiale, mais tout de suite après le tremblement, tout de suite après la seconde grande guerre tribale des Européens, seconde guerre mondiale, suivez mon regard, mais il a perdu les élections. La population a dit, nous avions besoin de lui pour le temps de guerre, mais en temps post-guerre, en temps de paix, nous avons besoin d'un autre type de leadership. La même chose pour la France. De Gaulle était sur toutes les lèvres. Il était perçu comme le leader incontournable. Après la seconde grande guerre tribale européenne, c'est lui le fondateur de la Ve République, mais en mai 68, mais il a perdu le référendum, mais il est parti. Eh bien, ainsi en est-il du leadership? Le leadership naît des circonstances particulières. Et là, nous sommes en un temps de crise. Le style de leadership dont nous avons besoin doit répondre à ces trois priorités que je vais vous mentionner. Priorité numéro 1, c'est presque pléonasme de le dire, la sécurité. Savez-vous comment vous et moi savons a posteriori que tout ce gouvernement, je dis bien tout ce gouvernement, les 9 présidents ne sont pas qualifiés pour le job, mais c'est parce que ils ne comprennent toujours pas, après 18 mois de gouvernance, comment résoudre ce problème-là. Au fait, un politicien, lorsqu'il est en campagne, lorsqu'il réclame une position, il passe au fait une entrevue d'embauche. Il dit, voici ce que je comprends de la problématique, et pour tout emploi, il y a une période probatoire, généralement de 3 à 6 mois. Et si après 3 mois, si après 6 mois, la personne n'est toujours pas à l'aise dans le poste, mais c'est qu'elle n'a pas les compétences pour ce poste-là. Or, ça fait, bon Dieu, 18 mois que 9 personnes qui ont fait campagne pour ce poste-là, en disant, écoutez, le problème de sécurité peut être résolu, c'est un problème de gouvernance, etc. Après 18 mois, elles n'ont même pas lancé le début de commencement pour la résolution de cette crise de l'insécurité. Mais il faut tirer la seule conclusion qui s'impose, ils ne sont pas faits pour ce job. N'oubliez pas ma définition du leadership. Le leader, c'est celui qui, dans une conjoncture particulière, dans une circonstance particulière, comprend presque instinctivement les aspirations d'une collectivité et y répond adéquatement. Et donc, la conjoncture actuelle est tissée, elle est faite de 3 priorités.
Priorité numéro 1, l'insécurité. Le leader qui est compétent pour la circonstance doit pouvoir vous dire, voici de quoi il s'agit dans ce qu'on appelle cette insécurité-là, voici comment je vais le résoudre, et dans les premiers mois, doit donner des signes tangibles, des signes incontestables que les choses sont en train de changer. Il nous faut donc un nouveau style de leadership qui comprend l'insécurité, qui l'explique, qui la décortique, qui l'analyse, c'est-à-dire qui la décompose en ses éléments constitutifs et qui y apporte les remèdes adéquats. Nos ancêtres, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le roi Henri-Christophe disaient que pour tout problème sérieux, il y a des solutions sérieuses. Pour un problème aussi sérieux qui nous prend à dépourvu, qui nous tombe dessus comme le diable sur le pauvre monde, l'insécurité, le nouveau leadership auquel nous aspirons, le nouveau leadership que nous nous imaginons, doit pouvoir dire voici de quoi il s'agit. Voici d'où viennent les armes. Voici de quel type d'armes il s'agit. Voici par où passent les armes. Voici qui fournit les munitions. Voici comment ces armes parviennent jusqu'aux mains de ces terroristes-là. Et voici comment nous allons faire pour y répondre. Il n'y a pas de problème sans solution. Et cette soudaine insécurité, elle est artificielle. Je n'ai pas dit qu'elle est superficielle. Elle est réelle. Ce n'est pas un épiphénomène, mais elle est artificielle dans le sens qu'elle est créée de la main d'homme. Le nouveau leadership auquel nous aspirons doit pouvoir comprendre la deuxième priorité de la population haïtienne. Vous savez ce qu'elle est? L'impunité. Ceux qui introduisent ces armes en Haïti, qui les utilisent, qui alimentent les terroristes, savez-vous pourquoi ils continuent de le faire? C'est parce qu'ils sont assurés qu'ils ne seront jamais punis. Regardez. Un président a été assassiné en sa résidence privée. Pas un chien n'est mort, pas une poule n'est morte, pas une fourmi n'est morte. Et pourtant, il y a des gens qui sont payés pour assurer la sécurité du président, depuis le palais national jusqu'à sa résidence privée. Beaucoup d'entre eux ont été abonnés absents. La veille, beaucoup d'entre eux ont appelé pour dire qu'ils ne se présenteraient pas parce qu'ils étaient malades. Et jusqu'à présent, aucune enquête sérieuse n'est menée, aucune enquête sérieuse n'est diligentée dans cette affaire, aucune arrestation qui en vaut la peine n'a été produite. Alors, c'est l'impunité, les amis. À la base de tous les problèmes haïtiens réside l'impunité. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Regardez, les gens du CPT actuel ont promis qu'ils allaient résoudre le problème. Aujourd'hui, ils s'installent, ils volent, ils placent leurs petits amis, ils s'enrichissent. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont sûrs que, comme les autres, ils ne seront jamais poursuivis. Comme les autres, ils ne paieront jamais pour leurs méfaits. Comme les autres, ils ne paieront jamais pour leurs promesses non tenues. Et donc, lorsque vous avez un pays qui est construit sur l'impunité, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi.
Et c'est jamais dans le bon sens, car il a la garantie que jamais il ne sera poursuivi. Vous avez l'équivalent de quoi? 5-6 milliards de dollars qui ont été dilapidés, qui ont disparu comme de la fumée dans cette affaire qu'on appelle Petro-Caribé. Les gens du CPT avaient juré qu'ils lanceraient un procès emblématique sur ce crime financier. Ça fait 18 mois qu'ils sont là. Il n'y a même pas le début de commencement d'un procès autour de cette affaire. Ça s'appelle l'impunité. Et donc, le nouveau style de leadership auquel vous et moi pensons, auquel vous et moi, n'est-ce pas, aspirons, le nouveau style de leadership après lequel nous soupirons tous en tant qu'Haïtiens, c'est que quelqu'un, une équipe, vienne mettre un terme à cette impunité. Il faut faire le distinguo entre ce qui est à moi et ce qui appartient au pays. Il faut faire la distinction entre, n'est-ce pas, ce pourquoi je suis parvenu à ce poste-là et mes rêveries d'enfant. Aucun leader ne devrait être accepté s'il ne résout dans les 90 premiers jours ce problème d'insécurité et s'il ne touche de manière visible, de manière palpable à l'impunité. L'impunité, après l'insécurité, c'est la priorité de la problématique haïtienne. On ne peut pas faire n'importe quoi tout en ayant la garantie qu'on ne sera jamais poursuivi en justice, qu'on ne sera jamais puni, qu'on ne sera jamais emprisonné et surtout que nos biens ne feront jamais l'objet d'une saisie. Vous avez des gens qui deviennent directeurs généraux d'une boîte et après 3 mois, tout à coup, se mettent à construire des édifices un peu partout comme des champignons, des gens dont la situation économique passe du plancher au sommet parce qu'ils sont directeurs généraux, parce qu'ils sont, ma foi, chefs de cabinet, parce qu'ils sont à la tête de telle boîte de l'État. L'impunité. Le nouveau style de leadership va vous expliquer ce que c'est que l'impunité. Il va vous l'illustrer et surtout, il va y apporter un remède adéquat. Dans ce pays-là, des têtes doivent tomber, des têtes doivent être roulées, des gens doivent aller en prison, des biens doivent être saisis. Aussi longtemps qu'on ferme les yeux sur la corruption dont on va parler, aussi longtemps qu'on ferme les yeux sur les méfaits, aussi longtemps qu'on ferme les yeux sur les crimes financiers, ce pays n'ira nulle part. Et un nouveau style de leadership doit toucher du doigt cette deuxième priorité. Et la troisième priorité, je vous ai parlé d'un triptyque, mais c'est la corruption. Souvent, on met la corruption avant l'impunité. C'est le contraire. Au fait, la corruption est fille de l'impunité. Pourquoi y a-t-il une corruption étatique? Pourquoi y a-t-il une corruption systémique? Pourquoi y a-t-il une corruption systématique? Pourquoi est-ce qu'il y a une corruption institutionnelle, une corruption organisationnelle, une corruption individuelle? La corruption se trouve partout en Haïti parce qu'on est assuré de l'impunité. Donc, puisqu'il y a l'impunité, mais waouh! La corruption s'étend partout. Qu'est-ce que c'est que la corruption? Mais c'est parce que la corruption, c'est lorsque il y a des règles pour les autres, mais il n'y a pas de règles pour un petit groupe. Qu'est-ce que c'est que la corruption? Mais c'est parce que c'est lorsqu'il y a un groupe de gens qui dit, écoutez, il y a des biens qui sont censés appartenir à tous, mais que je réclame pour ma famille, pour mon clan, pour mon petit groupe. Qu'est-ce que c'est que la corruption? C'est lorsqu'il y a des services qui doivent être fournis à tout le monde, mais qui sont confisqués par un petit groupe. J'ai déjà écrit dans mon livre Haïti, Miroir d'une société en décomposition avancée, que la population haïtienne, sur ces 200 ans d'histoire, a subi 3 types d'hold-up. Le hold-up du pouvoir, le pouvoir nous échappe. Ceux qui nous dirigent ne sont jamais
le miroir de notre volonté. Ceux qui nous dirigent nous sont imposés par les autres. Donc, hold-up politique. Donc, hold-up du pouvoir. Il y a aussi un hold-up de l'avoir. Hein. Ceux qui devraient appartenir à tout le monde, eh bien, on est venu à appartenir à un petit groupe, une oligarchie, un petit groupe de politicards véreux. Un hold-up de l'avoir et enfin un hold-up du savoir. 200 ans que nous avons des ministères de l'éducation, que nous avons des programmes d'alphabétisation et pourtant, encore 55 à 60% de la population haïtienne, si ce n'est plus, ne sait toujours pas lire, ne sait toujours pas écrire. Mais c'est une vraie joke, ça. C'est une plaisanterie. Et donc, le nouveau style de leadership, une fois qu'il aura réglé le problème d'insécurité, qu'il aura touché du doigt et secoué l'édifice de l'impunité, devra s'attaquer pour de vrai à de la corruption. Si ces trois problèmes, ces trois priorités ne sont pas adressées, si elles ne sont pas réglées, eh bien, tout ce qu'on va faire, c'est gérer le statu quo. Je refuse de croire que dans une population de 14 millions de personnes, il n'y a pas une équipe qui veuille, qui puisse véritablement résoudre le problème de l'impunité. Je refuse de croire que dans une population de 14 millions de personnes, il n'y a pas une équipe qui veuille et qui puisse vraiment régler le problème de la corruption. Je refuse de croire que sur une population de 14 millions de personnes, on ne puisse trouver des gens qui ont le savoir-faire, le savoir-être, le savoir en ce qui a trait au maniement des armes et qui vont résoudre à court terme la question de ces terroristes qui nous font la peau, à moyen terme renforcer notre armée et notre police et à long terme lever une armée véritable selon le vœu de la Constitution de 87 qui impose le service militaire aux 18-21 ans ou aux 18-25 ans. Je refuse de le croire, les amis. Vous y croyez? Donc, lorsque les gens vont quémander aux Nations Unies, vont quémander, n'est-ce pas, aux États-Unis, envoyez-nous, n'est-ce pas, des soldats étrangers pour venir accomplir une énième mission inefficace, c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi, c'est parce qu'ils ne sont sûrement pas les leaders qu'il nous faut. Le leader comprend les problèmes de la collectivité, il y répond adéquatement. Nos trois priorités, je viens de vous les mentionner. Insécurité, à court, moyen et long terme. Impunité, personne n'est poursuivi, on peut tout faire en Haïti sans conséquence. Et la corruption qui devient systémique, qui devient, n'est-ce pas, systématique parce qu'elle s'installe au sommet même de l'État. Un nouveau leadership va comprendre cela et va le régler rapidement, avec compétence, avec cœur, avec patriotisme et surtout avec l'esprit de service. Continuons de concocter, continuons de confectionner ce nouveau style de leadership auquel nous aspirons tous. On s'arrête ici, on revient après la pause. À tout à l'heure. Bonjour, mon nom c'est Anastasia Marcelin. Je suis candidate à la mairie de Montréal. Je suis en élection parce que je trouve que c'est le temps qu'on change les choses. Montréal-Nord est étiqueté depuis des décennies comme l'arrondissement le plus pauvre et Montréal-Nord est souvent un arrondissement oublié. Voilà pourquoi le 2 novembre, c'est le temps du changement. Le temps qu'on change les choses à Montréal-Nord. Vous pouvez aussi voter par vote anticipé le 26 octobre. Il est temps que Montréal-Nord puisse avoir un centre sportif. Il est temps que Montréal-Nord puisse être propre. Il est temps que Montréal-Nord puisse avoir un niveau économique élevé. Il est temps que Montréal-Nord puisse avoir des loyers abordables. Et le plus important, il est temps que les policiers portent des caméras sur eux. Non pour leur surveiller, mais pour faire en sorte
qui puisse être protégé et aussi protéger les citoyens. Voilà pourquoi le 2 novembre et le 26 octobre, vous devez voter Action Montréal, l'équipe Montréal-Nord, car c'est le temps du changement, participer au vrai changement de Montréal. Le leadership auquel nous aspirons et que nous sommes en train de concocter, c'est un leadership de service. Voyez-vous, il y a tout un reset, il y a une mise à neuf, une remise en marche à opérer dans le cerveau de celui ou celle qui entre dans la fonction publique haïtienne, qui réclame un poste politique. Celui qui fait de la politique en Haïti sait qu'il est là pour s'enrichir. Moi, le fait comme moi. Et d'ailleurs, c'est l'attente que les gens qui le regardent ont de lui. Ah, il est en politique, mais il va faire de l'argent. Il est directeur de telle boîte, mais il sera riche. Ça, là, c'est malsain. Vous savez, le fonctionnaire en anglais, c'est le public servant, c'est le serviteur public. Malheureusement, l'histoire de ce pays-là nous a conduit à autre chose. Quand on entre en politique, quand on entre dans la fonction publique, on y entre parce qu'on veut devenir chef. Bon Dieu, quelle perversion! Quel retournement de sens! Eh bien, le leader, c'est celui qui se sacrifie. Le leader, c'est celui qui sert. Pensez à un Nelson Mandela, les amis. Pensez à un Nelson Mandela, 27 ans de prison. Il sort de prison dans un contexte explosif. Il y a encore l'apartheid là. Ses bourreaux sont encore en vie. On est littéralement venu le chercher car lui, c'était pas la politique qu'il voulait faire. Il voulait tout simplement en finir avec le système d'apartheid, le système de ségrégation. Il accepte d'être le premier chef d'État de la nouvelle Afrique du Sud. L'homme est entré pauvre à la présidence, il en est ressorti pauvre. Et pendant tout le mandat de Nelson Mandela, on ne peut pas dire que Nelson Mandela s'est servi à même la caisse publique. On ne peut pas dire que Nelson Mandela en a profité pour enrichir sa famille. Au contraire, celle qui a été sa femme, Winnie, a fait de la prison. Malheureusement, c'est une dame pour qui j'ai eu beaucoup de respect parce que apparemment elle était trempée dans des histoires de corruption, mais pas Nelson Mandela. Et donc, si on cherche un modèle de leadership dans les temps modernes pour nous les Noirs, mais je vous recommande justement Nelson Mandela. C'est pas quelqu'un qui est entré dans la politique pour devenir propriétaire de plusieurs maisons. C'est pas un homme qui est entré en politique pour devenir un racketeur politique. Il n'est pas entré en politique, mon Dieu, pour devenir une espèce de brasseur des affaires. Il n'est pas entré en politique pour placer ses petites amies, ses enfants dans des représentations diplomatiques. Non. Il voulait apaiser la nation. Il voulait recoudre le pays en un moment tellement fragile, en un moment tellement difficile. Et il a réussi. Bravo, Nelson Mandela. Et si vous voulez comprendre à quel point Nelson Mandela est un modèle, regardez ceux qui lui ont succédé. Regardez les scandales qui ont éclaté dans les administrations qui ont suivi la sienne. Vous verrez, n'est-ce pas, c'est comme le jour et la nuit, là. Eh bien, c'est ce type de modèle-là qu'il nous faut, les amis. Un leadership de service. Des gens qui entrent
dans l'administration, qui entrent dans la politique, pas pour se servir, mais pour se sacrifier, pour servir les autres, pas pour devenir riche, mais pour tirer vers le haut la collectivité. Le leadership auquel nous aspirons, c'est au fait un leadership qui inspire. Vous voyez Nelson Mandela, il inspire par son humilité, il inspire par sa simplicité, il inspire par sa modestie, il inspire par son apaisement. Allez regarder les vidéos de Nelson Mandela, mais quelle zénitude, quelle grandeur, quelle verticalité. Ce n'est pas un homme revanchard. Il aurait pu se venger de tous ses bourreaux, ils étaient encore en vie. Ce n'est pas un homme, n'est-ce pas, qui a fait appel à la vendetta, à la vengeance. Les Blancs, les Afrikaners étaient encore là, et la population noire est majoritaire. Il aurait pu lancer le mot d'ordre de les lyncher tous. Non. Nous avons besoin d'un leadership qui inspire par la simplicité, qui inspire par la verticalité, qui inspire par la modestie, qui inspire par la grandeur d'âme. Mais quel grand homme que ce Nelson Mandela. Regardez nos 9 présidents. Ils sont arrivés maigres à la présidence. Regardez maintenant. Ils ressemblent à des éléphants, que disent à des mammouths. Pourquoi? Parce qu'ils votent des budgets pour leur propre frigo. Imaginez. Ces présidents-là ont voté entre eux une espèce d'entre-soi, un budget pour remplir leur frigo semaine après semaine. Est-ce que vous entendez la priorité des présidents? On doit voter un budget pour qu'on ne manque pas de bouffe, nous. Les meilleurs vins, les meilleurs champagnes. On a besoin d'un leadership qui inspire par l'esprit de service, qui inspire par la compétence, qui inspire par, ma foi, l'amour du pays. Un leadership qui inspire. Un leadership crédible. Ah, ça, c'est notre plus grand mal, les amis. Je suis, vous vous en doutez, à peu près tous les débats qui concernent Haïti, parce qu'on les voit passer sur les médias sociaux. Nous sommes à ce carrefour-ci de notre histoire où je ne connais aucun leader actuel qui soit crédible, d'une crédibilité telle que s'il prenait la parole, la nation entière l'écouterait. Nous avons affaire à des petits coquins, nous avons accès à des roublards, nous avons accès à des baratineurs, des gens qui vous vendent toutes sortes de salades et qui prennent les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, donc des imbéciles, des idiots. Des gens qui vendent des postes. J'ai entendu dire que l'un des membres du CPT a vendu un passeport diplomatique à quelqu'un pour plusieurs centaines de milliers de dollars, imaginez. Quelqu'un qui a été déporté vers Haïti à cause d'un passé lourd, en crime, en méfait. Et là, il revient avec un passeport diplomatique qui lui a été vendu à prix d'argent. Nous avons besoin donc d'un leadership crédible. Nous avons besoin d'un leadership visionnaire. On devrait demander à quelqu'un qui aspire à diriger ce pays, mais quelle est votre vision pour ce pays? Vous vous souvenez autrefois de cette fameuse question, où vous vous voyez dans 5 ans? Dites-moi, quelle est votre vision pour notre boîte dans 5 ans? Nous avons besoin d'un leadership visionnaire. Le président estimé avait une vision d'Haïti et il a inscrit cette vision dans la glaise du réel. Haïti était devenu le centre du tourisme dans les Caraïbes.
Parce qu'il avait une vision d'Haïti. Voyez-vous, ce n'était pas un rêveur, ce n'était pas des rêveries, c'était une vision réaliste de ce qu'il voulait réaliser pour ce pays pendant son quinquennat. Et bon Dieu, il est resté moins de 4 ans au pouvoir ou à peine. Et regardez ses réalisations. Dites-moi, regardez nos chefs d'État pendant ces 30 dernières années. Regardez nos chefs de gouvernement. Regardez, considérez le bilan de nos dirigeants, n'est-ce pas, au cours de ces 30 dernières années. Mais où sont les réalisations? Parce que c'est des gens qui sont littéralement usurpés le pouvoir. Ils y sont parvenus sans vision. Leur seule ambition, c'était de s'enrichir. Ça, ils l'ont réalisé. Nous avons besoin d'un leadership visionnaire. Pensez à Henri Christophe, pas vrai? Qui parlait d'estimer tout près de nous, pas vrai? Le roi Christophe n'est resté qu'une dizaine d'années au pouvoir, mais regardez tous les édifices. Regardez toutes les merveilles. Regardez tout l'ordre. Regardez toute la gouvernance. Et lorsqu'il est mort, il a laissé non seulement un héritage, il a laissé un patrimoine à ce pays, des édifices, de l'argent en banque, une armée, une marine. Il nous faut un leadership visionnaire. Je vous ai dit au début de l'émission que ce sont les circonstances qui donnent naissance aux leaders. Là, nous avons une situation particulière, une situation d'exception. Des terroristes qui nous prennent en cible, qui font fuir une population, des terroristes qui causent des millions de déplacés. Ah mais là, il nous faut un leader fort. Un leader qui, en ouvrant la bouche, sera pris au sérieux par tous, par les terroristes. C'est pas un leader qui va chercher à faire des petites tractations, des petites transactions, des petits marchandages avec ceux-là qui nous font souffrir. C'est ce que font les 7 présidents. Quand le Premier ministre doit se déplacer, mais il donne $1 million à Barbecue pour que ce dernier ne fasse pas d'esclandre en son absence. Qu'il ne soit pas obligé de rester en dehors du pays, le DDN, DRDONet, qu'a subi Ariel. Non, on a besoin d'un leader d'un leadership fort, lâchons le mot. Quelqu'un qui saura dire aux terroristes, regardez, à partir de maintenant, la récréation est terminée. Vous avez 8 jours pour déposer les armes. Vous avez 8 jours pour vous rendre. Si vous acceptez de vous rendre, on verra. À commuer votre peine. Mais si dans 8 jours, vous ne déposez pas les armes, votre prochain point de chute sera le cimetière. Et ce ne sera pas un chantage, ce sera vrai. Pour chaque problème sérieux, disait l'empereur Dessalines, pour chaque problème sérieux, disait le roi Christophe, il y a une solution sérieuse. Il nous faut ce leadership fort. Pas des gens qui vont venir gérer le statu quo, pas des gens qui vont venir négocier, pas des gens qui vont venir faire des discours. Des gens qui passeront à l'action pour redonner espoir à la population. Des gens qui vont passer à l'action pour reconquérir l'espace et le territoire haïtien. Pas des gens qui vont accepter d'être confinés à la primature, qui vont accepter d'être confinés au palais national. Non. Qu'est-ce que l'État? L'État, c'est une autorité légitime sur une population et sur tout un territoire. Si vous êtes, vous, dirigeants, obligés de vous confiner dans un certain espace, c'est que vous n'avez pas l'autorité sur tout votre territoire. Et c'est ce à quoi nous assistons. Je n'oublierai jamais
ce René Préval, enfin comment il s'appelle, ce Ariel Henry, pardon, qui n'a pas pu se rendre à l'Arcaillet pour commémorer la fête du drapeau haïtien parce que les terroristes lui interdisaient ce bout de territoire. Mais il a dû se rendre au Cap. Mais bon Dieu, il nous faut un leadership fort. Il nous faut quelqu'un qui, en plus de nous inspirer confiance, en plus d'être visionnaire, en plus d'être crédible, il est fort pour rétablir l'autorité de l'État. Car il n'y en a pas d'autorité de l'État. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui, lorsqu'ils disent qu'ils vont massacrer telle partie de la population dans l'Artibonite, ils le font véritablement. Ce sont les terroristes qui, lorsqu'ils disent nous allons démanteler tel commissariat de police, ils le font vraiment. Donc l'autorité, c'est eux désormais qui la détiennent, alors que vous avez des gens qui sont grassement payés, qui se votent un budget pour leur frigo, mais qui ne foutent rien. Ce nouveau leadership auquel nous aspirons, c'est un leadership fort. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Il nous faut un leadership qui comprend qu'on ne peut construire une nation sans justice. Vous connaissez la pensée proverbiale. Une nation ne s'élève que par la justice. Un leadership qui va mettre sur pied une commission crédible de vérité, justice et réparation. Nous devons comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire de kidnapping. Qui s'est enrichi grâce à cette entreprise macabre de kidnapping? Par où est passé cet argent? Quand vous donnez 500 000 $ ou 1 million, 3 millions de dollars, vous savez, parfois, la rançon peut s'élever à plusieurs millions de dollars, mais ces sommes-là ne peuvent pas être sous un matelas, bon Dieu. On ne peut pas les avoir enterrées, ces sommes d'argent-là. Mais il faut qu'il y ait une véritable commission, vérité. Les kidnappeurs doivent passer à table, ils vont le faire, s'ils sentent vraiment qu'ils seront punis. Mais justice, il faut qu'ils aillent en prison pour cela. Et réparation. Bon Dieu, les gens qui ont été décapitalisés à la suite d'une rançon, est-ce qu'ils ne vont pas retrouver leur argent? Mais voyons. C'est comme ça qu'on construit un pays. Les terroristes vont continuer à nous narguer, ils vont continuer à écrire des chansons, ils vont continuer à faire des vidéos jour le jour, à dire ce qu'ils vont faire. Ils vont continuer à nous balancer en pleine gueule, n'est-ce pas, leur opulence, leur fortune volée, sans qu'un ministre de la Justice, sans que tout l'appareil de l'État soit mis à leur trousse pour les poursuivre, les arrêter et saisir leurs biens. Mais, bon Dieu, ceux qui ont perdu leur maison, ils ne seront pas indemnisés, vraiment. Mais voyons, les amis, les 7 voleurs, les 9 CPT voleurs, là, est-ce que vous les avez jamais entendus soulever la question du dédommagement de la classe moyenne? Vous qui avez perdu votre maison, vous qui avez dû laisser pour, bon Dieu, vivoter sous des tentes, n'allez-vous pas récupérer, recouvrer votre maison un jour? Mais bon Dieu, cette maison qui est éventrée par les hommes de barbecue, mais qui va vous la réparer? Mais l'État doit prendre cela en charge. Comment? Quand vous avez donné 2 millions, là, quand vous avez donné 500 000 $, quand vous avez donné 200 000 $ à ces kidnappeurs, l'argent ne disparaît pas.
Il faudra poser la question lors d'une commission, lors d'un tribunal spécial, lors d'une commission vérité, justice et réparation. Il faudra que ces salopards-là s'asseyent et disent « Voici où nous avons mis l'argent ». Il faudra qu'ils sachent que s'ils ne passent pas à table, ils mourront. Aussi simple que cela. À situation exceptionnelle, il faut des lois exceptionnelles. Il faut réintroduire la peine de mort dans notre législation et créer des tribunaux spéciaux. Ah mais ne me faites pas ces yeux de vierge offensée. On l'a fait déjà, en 1945. Après la deuxième grande guerre tribale des Européens. Mais on a introduit dans la législation des termes qui n'existaient pas. Crimes contre l'humanité. On les a introduits, ces termes-là, après les faits. On les a introduits. On a accusé les nazis de ces méfaits-là. Ils ont été reconnus coupables et on les a exécutés en fonction de cela. Mais on doit introduire une législation particulière, des tribunaux particuliers pour qu'on ne vive plus ce cauchemar-là dans notre histoire. Des tribunaux spéciaux, une législation particulière, une commission crédible. Vérité, on veut connaître la vérité. Comment c'est arrivé là? D'où viennent les armes? Qui vous les a données? Justice, vous allez payer pour cela. Réparation. Ceux qui ont subi des dommages doivent recevoir une réparation. Enfin, il nous faut un leadership qui relance l'économie. On ne peut pas vivre dans un pays où tout est importé de la République dominicaine, un pays qui vit de l'importation. Toutes les chinoiseries de la pire qualité trouvent leur point de chute en Haïti. Toutes les saloperies de la République dominicaine trouvent leur point de chute en Haïti. Mais voyons. Et puis vous avez plein d'imbéciles qui se targuent de titres d'économistes, etc. Vous avez plein d'imbéciles qui se targuent de titres de ministre de l'économie, des finances. Mais bon Dieu, ça vous sert à quoi ça? Donc il nous faut un leadership qui relance l'économie, qui relance l'emploi. Il ne faut pas que les jeunes soient tellement désœuvrés qu'ils ne songent qu'à une seule chose, laisser Haïti. Il ne faut pas qu'ils soient tellement désœuvrés, mais qu'ils passent leur journée, tous les jours que le bon Dieu fait, à traîner sur leur cellulaire. Mais un nouveau leadership doit créer de l'emploi. Prendre des mesures de politique publique d'apaisement pour la population qui n'en peut plus de souffrir. Un nouveau leadership doit lancer les sentiers fondamentaux de la nation. Mais voyons, on n'a pas d'école. Le ministre lui-même a dit, écoutez, on n'a plus d'école. Les professeurs sont fous. Les étudiants sont fous. Les parents sont fous, sauf lui. Mais voyez-vous, quand un ministre fait une telle déclaration, non seulement aurait-il dû démissionner, mais il faut repenser l'éducation, il faut relancer les chantiers fondamentaux de ce pays. Il nous faut un nouveau style de leadership qui ne fait pas de la petite politique. Voyez-vous, savez-vous pourquoi le CPT a échoué? Parce que ce sont des politicards, des gens qui vont faire de la petite politique. Tu as un Leslie Voltaire qui va dire, écoutez, moi j'ai une dette vis-à-vis de mes amis de la Valace, je dois les replacer dans des postes. Tu as un Fridjan qui dit, écoutez, donc moi, puisque j'étais au chômage pendant les dernières années, mais je dois regarnir, n'est-ce pas, mon portefeuille. Chacun fait ses petits calculs comme ça. En fait, ce nouveau leadership doit naître en dehors de la classe politique haïtienne. Ils sont pourris, ces politiciens. Ils ont des dettes les uns vis-à-vis des autres. Il nous faut une équipe de technocrates, des patriotes, des gens intègres qui arrivent avec leur champ de compétences particulier et qui vont mettre tout cela au service du pays. Nous avons un pays à refonder, nous avons un pays à refaire. Que dis-je? Nous avons une nation à faire à toute fin pratique. Et plus on attend,
plus dure sera la tâche. Vous comprenez qu'au 7 février au plus tard, ces gens-là devront quitter. Et il ne faut plus qu'on retombe dans ce même état d'esprit de partage de gâteaux où chacun nomme un ministre afin que ce ministre-là puisse placer dans son ministère des amis. Non, non. Si on reproduit à chaque fois le même modèle, on va obtenir les mêmes piètres résultats. Donc il nous faut casser le moule, il nous faut casser le modèle, il nous faut procéder au reset de la pensée politique haïtienne. Mais on ne peut pas demander à ces mêmes gens qui tirent profit du système de le changer, non. Pour eux, c'est gagnant, ça. Il faut de nouveaux visages. Il faut des gens qui arrivent avec une nouvelle pensée du service public. Il faut des gens qui arrivent, n'est-ce pas, avec une nouvelle vision pour cette nation. Pas des gens qui entrent en politique pour apaiser leur faim, pour apaiser leur soif, pour venir régler les problèmes du rac pour eux. Non. Des nations ont connu de pires moments que nous. Pensez à la Chine. Pensez à la Chine. Seulement dans les années 60, qui aurait pu prédire que la Chine serait aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde? Vous l'avez entendu, pour Donald Trump, l'ennemi, c'est la Chine. Un leadership fort qui répondait aux aspirations du moment, un leadership cohérent qui suit le nouveau pacte social et qui dit « Nous allons tirer notre collectivité vers le haut ». Voilà ce qu'il nous faut en Haïti. Vous voyez, ce n'est pas sorcier, ça. Ce n'est pas impossible non plus, on l'a vu il y a 2 semaines. Impossible n'est pas haïtien, ça. Il nous faut sortir de la chose publique les politiciens, les renvoyer au garage de l'histoire, introduire dans la chose publique une nouvelle équipe qui pense service, une équipe crédible, une équipe qui inspire, une équipe visionnaire. Une équipe qui dit « c'est notre dernière chance et ce ne sera pas une occasion ratée ». J'espère vous avoir inspiré, j'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, les amis. Car tant que va le moral, tout va. Êtes-vous prêts pour ce nouveau leadership? Voulez-vous donner une chance à ce nouveau leadership? Notre pays le vaut bien. Bonne semaine, au revoir.